Bonjour, je m'appelle Cédric et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de podcast Librement Linux, il faut bien articuler. Et aujourd'hui, je suis toujours accompagné de deux excellents animateurs ou co-animateurs. Le premier, il est passionné de Linux, il en fait des vidéos sur sa chaîne YouTube Steve513v3 et il ne l'a pas consommé. Si, il a consommé ses 3 gigas, donc il pourra pas parler ce soir. Oh, non, parce qu'il est belge, donc il a pas ce quota. Salut Steve. Salut tout le monde, merci beaucoup. Enfoiré, va. Je pense qu'il n'a pas compris la blague parce qu'il est belge, mais on en reparlera dans quelques instants. En plus de le retrouver dans son blog nimetopia.fr, il tient les rubriques actualité et sorties de la semaine. Lui, il est bien français, mais les 3 gigas, c'est bon, quand on fait du texte, ça passe. Salut le Tux masqué. Hello. Merci d'être fidèle à Librement Linux, qui est un des seuls podcasts qui aborde les solutions libres Linux, informatique et projets numériques au travers d'informations, de billets et d'échanges. Vous pouvez nous écouter donc sur le site mancast.fr, sur la chaîne YouTube de Steve513v3. Et dans ce numéro, on retrouve le billet de Steve. L'actualité, on parlera d'open source et de sobriété. Au niveau météo sécurité, on parlera de logiciels, sites internet et de cartes de transport. Et dans le dossier, des solutions anti-pub. Merci à Enrique de Webbeat Music pour le générique. Et vous pouvez nous retrouver également sur le salon Matrix, Librement Linux Podcast. Et enfin, cet épisode est diffusé sous les conditions Creative Commons Attribution 4.0 internationale. Vous voyez, j'ai rallongé le générique, ça marche bien. Allez, il reste 17 secondes. Et nous sommes le dimanche 24 mars 2024, il est 20h17, tout va bien. Ouais, on a même en avance. Voilà, maintenant j'ai assez parlé, hein, j'ai parlé pendant 2 minutes. Donc maintenant c'est au tour de Steve. Non, mais... Non, pourquoi non? Pourquoi non? Mais parce que j'ai encore assez de gigas pour comprendre ta blague. Ah, en fait, une politique française a décidé d'imposer, enfin, veut imposer un quota de 3 gigas par semaine aux utilisateurs. Donc, c'est 3 gigas par semaine ou par mois, le Tux? J'ai un trou de mémoire. Pour moi, ça ferait pas grand-chose. Ouais, ça changera pas grand-chose. Mais voilà, parce qu'en fait, les gens passeraient trop de temps sur Internet. Donc voilà, elle voudrait faire des forfaits de 3 gigas. D'accord. Ok. Voilà. J'ai compris. Très bien. Donc maintenant, on peut enchaîner sur Steve. Librement Linux, le billet de la semaine de Steve. Et l'excès de confiance précède la chute. Oui. Je peux rentrer maintenant? Oui, mais je t'attends depuis tout à l'heure. Bonjour Maurice. Salut les loulous, comment ça va bien? Voilà, je m'assieds. Non, ça c'est mes genoux. Ça. Là, je suis bien là comme ça. Non, arrête. Voilà. Alors, c'est parti, mon zizi. En Belgique, dans les années 90, c'est-à-dire 90, dans nos garages, on avait pour habitude de faire des petites surbooms d'adolescents. Pour les mecs les plus téméraires, on attendait ça avec une grande impatience, surtout les moments des slows. C'est aussi dans un jargon belgicien qu'on appelait ça aussi des skate-braguettes. Ah mais non, c'est une blague. Non, pas du tout. Oh merde. Donc on appelait ça donc des skate-braguettes. Et ouais, donc avant d'en rire, hein, je vous rappelle que vous, en France, hein, vous aviez un groupe de garçons dont la somme du QI ne dépassait même pas celui d'une huître. Et d'ailleurs, vous avez même fait une série télévisée, ça s'appelait d'ailleurs Hélène et les garçons. Mais ça c'est pas... Non, chut, Maurice, non, ça c'est le titre de la sitcom. C'était les années 80, ça. 90. 90. Hein, 80. Alors, et même si les apparences peuvent être trompeuses, non, ce n'est pas un titre d'épisode qui est disponible sur YouPorn. C'est bel et bien un des titres que vous avez donné à une de vos séries télé préférées, les petits gars. Wow. Et aux États-Unis, et plus particulièrement dans les garages californiens, mais qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là? Eh bien, ils faisaient les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Et pendant qu'on se remémore naturellement ces 20 dernières années, eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient, eux, dans leur pays respectifs? Eh ben, eux, ils ont grandi tellement vite qu'ils sont devenus plus riches que le PIB de certains pays. Ouais. Alors, pas la peine non plus de vous les présenter, puisqu'ils sont devenus des incontournables de notre quotidien. Hein. Ah, mais non, les putains, je suis pas venu pour ça quand même. Tu vas encore nous saouler avec tes histoires de GAFAM?
jamais content, Maurice. Hein, parce que oui, on a tous d'excellentes raisons de ne pas les apprécier. Hein. On leur reproche trop souvent d'être puissants, de ne pas payer assez d'impôts, de ne pas respecter non plus nos données personnelles. Et donc, oui, si on se faisait une partie de Monopoly, eh bien les GAFAM seraient ces foutus joueurs qui posséderaient tous les hôtels, toutes les rues, et même peut-être même les ruelles, tiens, finalement. Et si ça se trouve, faudra même peut-être payer pour aller en prison. Voilà. Bref, ils ont tellement d'argent et de pouvoir qu'il est difficile de les concurrencer. Et c'est d'où qui vient le fric. Les joies de la langue française, hein, Maurice. Les entreprises de la nouvelle économie numérique, telles que Google et Facebook, offrent des services apparemment gratuits. Alors gratuit, ça veut dire que c'est pas cher. Waouh. Mais en réalité, ils tirent leur profit de la collecte de la vente de données personnelles des utilisateurs. L'adage ici, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et ça illustre bel et bien cette réalité. Les utilisateurs sont le produit et leurs données sont exploitées pour définir des profits de consommateurs précis. Et ces entreprises monétisent ensuite ces profits en proposant des publicités aux annonceurs, générant ainsi des revenus colossaux. Ah ouais, et c'est quoi qu'il faudrait qu'on fasse alors ? Toi, pour commencer, tu vas peut-être t'acheter un Becherel, hein, ce serait peut-être bien. Puis c'est vrai que la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on doit réguler les GAFAM, les taxer plus ? C'est un sujet assez complexe, à vrai dire, hein, qui n'a pas encore trouvé de réponse facile alors. Hein. Alors, ça veut dire qu'on est foutu alors ? J'ai envie d'être naïf dans ce billet de nueur et j'ai envie de croire au pays des bisounours et aux licornes et qui font d'ailleurs caca des paillettes au passage. Alors je m'explique, hein, il ne faut pas non plus négliger la concurrence et la lassitude des consommateurs. Un empire peut se détruire aussi vite qu'il s'est imposé. Bon, je vous donne un exemple, qui se souvient par exemple de la suprématie finlandaise Nokia. Hein, ah oui, le 3310, tout ça, les bottes en caoutchouc. Exactement, l'imposante marque canadienne BlackBerry dans les années 2000. Ouais. Une rupture technologique ou un nouveau positionnement du marketing peut rabattre les cartes finalement. Ouais. Alors, il faut faire aussi gaffe à autre chose qui pourrait peut-être venir de l'Est. Hein. Je parle par exemple des BATX pour Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Ce sont les géants de la high-tech chinoise. Parce que l'air de rien, Baidu c'est quand même le moteur de recherche des Chinois avec 60% de part de marché dans un pays dont la population s'élève à 1,4 milliard de personnes. On parle aussi de Alibaba, qui compte à lui, c'est l'Amazon chinois. Tencent, qui est un peu un espèce de Facebook asiatique, avec des messageries comme QQ et WeChat. Et puis on a aussi Xiaomi, qui est quand même le 4e vendeur mondial de smartphones. Mais bordel, ça veut dire qu'on est complètement cerné alors ? T'as pas tort, parce que c'est vrai que la faiblesse des positions européennes dans ce domaine, c'est qu'on est davantage des cibles pour ces ogres américains ou chinois. Bref, on va certainement pas tenir la route, nous, avec notre simple Airbus, ça c'est sûr. Alors, conclusion, on peut continuer à utiliser les services GAFAM, c'est vrai, pourquoi pas après tout, mais en étant conscient naturellement de ses défauts. On peut aussi se demander comment est-ce qu'on peut faire pour mieux protéger nos données personnelles et notre liberté. Alors, pour ma part, moi, depuis mon garage, en partageant mes expériences du monde libre, je me donne rendez-vous dans une petite vingtaine d'années, hein, le temps que je termine au moins mes épisodes de l'intégralité d'Hélène et les garçons, tiens. Hein. Et tu pourras nous en faire quoi de Hélène et les garçons après, hein? J'espère pouvoir en faire du fric plus tard, ça va peut-être des collecteurs, on n'en sait jamais. Il y aura peut-être un remake chinois fait entre-temps. Avec des acteurs locaux. Et pas de low cost. Peut-être aussi. Ouais, peut-être aussi. Ouais. Ok, voilà. Merci pour ce billet. Très bien. Je t'en prie. On va enchaîner sur l'actualité. Librement Linux. À vous, Cognac, l'actualité. Et le Tux, tu vas revenir sur 2 news. Et la première, sur une application open source qui fait de la prévention de fraude. Elle s'appelle Tazama. Oui, alors en fait Tazama, on a décidé de vous en parler parce que il y a quelque chose d'intriguant dans cette nouvelle application. Donc cette application, ça a été lancé par une association de 2 fondations. La fondation, la fondation FB et MG, que tout le monde connaît. Voilà, mais donc avant d'entendre parler de FB et MG, on va vous dire qui c'est, la fondation Linux Charity, qui s'est associée avec la fondation Bill et Melinda Gates pour financer une application qui va lutter contre la fraude bancaire en temps réel.
La fraude au paiement numérique, pardon. Donc c'est assez étonnant dans le sens où on se souvient tous de Bill Gates qui ne croyait pas à l'open source quand il était à la tête de Microsoft. Alors, cette fondation, cette application Tazama, elle est hébergée par la fondation Linux et le financement est assuré par la fondation Bill Gates et elle a pour vocation à remplacer les solutions propriétaires qui aujourd'hui sont utilisées pour surveiller ces transactions. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez autre chose à rajouter. Ouais, moi, donc c'est moi en effet qui ai vu cette news. Alors, il faut savoir que pour détecter les fraudes bancaires, les transactions bancaires, il existe des solutions, mais en effet chères, très chères. Et en fait, les pays, notamment africains, n'ont pas les moyens de souscrire à ce genre de produits. Donc, c'est pour ça que la fondation Bill et Melinda Gates et également la fondation Linux se concentre là-dessus pour pouvoir offrir à ces pays une protection. Faut savoir qu'aujourd'hui déjà ce projet est en fonctionnement, au début de son fonctionnement, et il peut traiter pour l'instant jusqu'à 2300 transactions financières par seconde. Donc voilà, c'est son fonctionnement courant. Alors, le projet est vraiment un projet open source. Il est considéré comme l'une des meilleures façons de développer un logiciel. Et c'est vrai, de plus en plus, les développeurs comprennent que l'open source, c'est vraiment... C'est le Pérou, voilà. Il faut pas s'écarter de ce chemin. Mais voilà, ce qui est très marrant, c'est pourquoi Bill Gates, d'un seul coup, enfin la fondation en tout cas, portée par Melinda et Bill Gates, pourquoi ils s'intéressent à soutenir ce projet. Alors, ils sont pas à leur coup d'essai. Alors, jusqu'à présent, ils soutenaient pas forcément des projets informatiques. Ils soutenaient plutôt des projets comme tout ce qui était hygiène, associé à l'hygiène, au recyclage de l'eau, etc. Mais là, ouais, d'un seul coup, un projet un peu plus informatique et de surcroît open source. Ouais, pourquoi pas. Peut-être que les GAFAM vont tous s'orienter vers l'open source, hein, Steve. Non. J'ai envie de te dire oui, mais je t'ai perdu en fait. Ça a coupé, c'est ça oui. En fait. Oui, tout à fait, je te confirme, ça a coupé. Mais bon, ceci dit, pas grave, parce que on a quand même la bande chacun de notre côté, donc on va dire entièrement d'accord avec toi. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je me sentais si seul. Très bien, c'est magnifique. Très bien. Non, mais ça me fait plaisir, les gars. On t'a perdu pendant peut-être 20 secondes, et puis tu sais, t'es reviens et tout sur le coup, voilà quoi. Ah oui, c'est le temps de changement de satellite, oui, c'est ça, je crois. Oui, parce que je suis toujours pas passé à la fibre. Ah, ok. Ça ne saurait tarder. D'ailleurs, en parlant de news, j'ai des nouvelles de mon téléphone que j'ai cassé. Amazon me l'a remboursé. Voilà, merci, bonne journée. Ah, non, tu vois. Non, mais c'est débile. Bon, je vous en parlerai en off. Allez, next, on va parler de sobriété. Sobriété ou comment les développeurs font n'importe quoi. Oui, c'est bien résumé en fait déjà. Voilà. Donc en fait c'est un article sur développer.com où il y a une sorte de coup de gueule sur le développement des sites web ces derniers temps, où en fait il prend un exemple, pour charger une simple page web, on va charger 21 mégas de données en utilisant ces pages. J'utilise une technologie. Oh, tu peux le dire, c'est les pages faites avec le site Wix, ouais. Voilà, avec la technologie Wix. Donc 21 mégas de données pour juste afficher un texte, ça fait un peu beaucoup. Bon, après, c'est pas les seuls, puisque ce qui a été retenu par Patron ou Thread, qui sont deux sites assez connus, pareil, pour une simple page avec quelques graphiques et quelques textes, on charge 13 mégas de données. Et donc, qu'est-ce que font les développeurs aujourd'hui ? Est-ce qu'ils savent encore programmer ? Parce que pour afficher du texte, souvenez-vous, il y a une vingtaine d'années, ça prenait que quelques kilos. Donc, il y a un développeur qui a fait un excellent commentaire qui dit que je vais vous lire.
Je construis des sites web et des applications web depuis 24 ans. Maintenant, ce que nous avons aujourd'hui aurait fait virer les gens sur le champ à l'époque. Des générations entières qui ne connaissent rien d'autre que des configurations VDOM encombrées et qui les utilisent pour construire des sites les plus triviaux. Vous avez des pages encombrées. Vous avez des pages encombrées avec des images en résolution d'impression et des widgets inutiles à la gestion de consentement, des trackers inutiles et des services qui chargent plusieurs mots simplement pour afficher un texte ou un bouton. Mais encore, vous faites également face à des décideurs incapables de distinguer un client d'un serveur et qui n'ont jamais vu une seule ligne HTML de toute leur vie. Vous rencontrez des sites qui chargent 10 fois le système d'exploitation complet d'un ordinateur Amiga avant même de pouvoir afficher un seul pixel. C'est un désastre complet, un énorme gâchis. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je change de carrière en ce moment. Il y a trop de gens qui n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire. C'est frustrant. Ah ouais, voilà, je trouve qu'il a absolument résumé une situation que l'on dénonce. Alors moi, je dirais même qu'au-delà des sites web, c'est un peu valable pour tout. C'est l'esprit général de ça. C'est l'esprit général, parce qu'aujourd'hui, même pour des applications les plus basiques, on va avoir des trucs qui doivent installer plusieurs gigas de données sur le disque dur, alors que c'est juste des trucs pour afficher une image ou pour taper un texte. Faudrait qu'ils reviennent à l'école des années 80, ces développeurs. C'est la problématique on veut de plus en plus de développeurs. Malheureusement, tous n'ont pas la fibre technique ou technico-technique qu'on aimerait avoir d'un développeur. Donc, je pense que le niveau a baissé en disant, le problème, c'est qu'on peut pas, on a besoin de développeurs, donc, mais ils sont pas au niveau. Les technologies en face, elles ont évolué, elles sont de plus en plus accessibles, même pour faire du développement. Donc, on va essayer de trouver un équilibre. Déjà, tout ce qui est partie technico-technique, tout ce qui est gestion de RAM et tout ça, on va oublier. Maintenant, nos outils de développement vont faire abstraction de tout ça, on va même plus en parler. Donc allez-y, développez. Ah, vous voulez afficher un texte Hello World? Allez, c'est bon, il y a pas de souci. Et toi, quand tu regardes 4 gigas pour afficher Hello World, waouh, trop la classe. Donc je pense que voilà, le niveau a baissé. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est le discours officiel qui dit non, mais vous n'avez pas à vous soucier, le compilateur et tout ça va s'occuper de tout. L'optimisation, pas besoin d'optimiser. Ça passe, tranquille. Et aujourd'hui, on fait des programmes nuls. On avait, comme si on avait tous des machines qui ont 32 gigas de RAM, 64 Tera de disque dur, etc. Je pense qu'il faudrait qu'on revienne à l'assembleur. Et surtout que le traitement du microprocesseur n'a pas changé depuis 40 ans. Il fait toujours des additions, il gère des registres, etc. Les méthodes de développement ont évolué, mais pas le microprocesseur en lui-même. Steve, tu voulais rajouter autre chose ? Ouais, mais moi je pense qu'en fin de compte c'est comme ça pour tous les domaines. Je veux dire dans tous les domaines corps de métier, j'ai envie de presque dire que ce soit un développeur qui effectivement est un gros fainéant qui est pas capable de pouvoir assembler correctement, en tout cas à l'ancienne comme on le faisait à l'époque, que ce soit finalement, je veux dire, même ne fût-ce qu'à peine parler correctement français, comment tu veux, je veux dire, ça me semble tellement évident que c'est une dégression, ça se dit ça en français ? Une digression. Ouais, une digression intellectuelle de tout, de faire des gros fainéants qui vont effectivement aller chercher des compilations déjà préfaites et puis ils vont simplement les coller les uns après les autres comme si c'était un puzzle. Oh ça tient à plus ou moins, donc ça va, on va le prendre, on va le mettre comme ça, c'est bon, c'est fait, c'est emballé, s'il vous plaît monsieur, voilà la facture. Voilà, en gros c'est ça et ça me dégoûte, vraiment, clairement. Voilà, quoi. Alors moi, il y avait une question que je me posais, c'est que pour revenir au départ de l'article qui parlait du développement web, il fut un temps où Google pénalisait les sites qui avaient un temps de chargement qui était trop important. Il fallait qu'on ait des sites rapides. Monsieur, le problème, c'est que l'ensemble des sites internet sont mis à ramer. Donc Google pouvait pas mettre une note rouge à tout le monde. Et voilà, mais même ses services à lui, il rame. Donc, il se paye pas une mauvaise note lui non plus. Mais à un moment donné, il y a une quinzaine d'années, il y avait le temps de chargement d'une page était compté pour lui donner un score et la positionner plus ou moins haute. Si elle se mettait une plombe à charger, elle était descendue dans le classement. Faudrait peut-être qu'on revienne à ça, en fait. Parce que pour afficher que du texte, je comprends pas qu'on ait autant de choses à charger. D'autant plus qu'une étude montre que l'utilisation
des bloqueurs de publicité, on en parlera un peu plus tard tout à l'heure, mais l'utilisation des bloqueurs de publicité va réduire considérablement le poids des pages chargées. Parce que tu m'étonnes. on charge énormément avec les technologies de publicité qu'ils ont aujourd'hui pour nous traquer tous ces trucs-là, on charge plein de choses qui ne servent à rien et qui ralentissent finalement le trafic puisque la partie utile elle est à 10%. Quoi. Pour que les auditeurs comprennent, la publicité, c'est pas forcément la vidéo ou l'image qui va s'afficher. Il va y avoir également des scripts en arrière-plan qui vont se charger et s'exécuter et qui vont faire ralentir déjà la navigation, le temps de téléchargement, etc., etc. Et en plus, ça va faire appel à d'autres sites, en plus du site que vous venez de consulter. Donc en fait, ça vous fait des connexions à plein de sites. Donc vous imaginez que vous consultez un seul site, en fait vous êtes en train de consulter 150 sites et en plus qui vous téléchargent des mégas et des mégas en mémoire dans le navigateur, etc. Il y a des utilisateurs qui disent ouais mais je comprends pas mon navigateur là pour un onglet ça me prend 500 mégas. Ben ouais. Alors, une bonne raison aussi pour utiliser Firefox qui bloque par défaut les cross-origins. Donc cross-origin, ça veut dire que des origines croisées qui chargent des ressources qui ne sont pas forcément du site sur lequel on se connecte. Alors, j'avais discuté avec un développeur, il me dit ouais mais on va pas réinventer la roue à chaque fois. Moi j'ai besoin de scripts fournis par machin et par truc. Je vais pas m'amuser à redévelopper mes propres scripts. Donc ce qu'il fait, dans son code source, il fait référence aux scripts distants. Mais il y a pas un truc qui choque là? T'es en train de donner porte ouverte au script distant parce que concrètement le développeur en face il peut modifier une fonctionnalité que toi tu désires pas ou je sais pas quoi et toi en fait t'es en continu, t'as un canal ouvert directement sur le script qui est en face. Tu peux pas copier le script chez toi et le mettre à disposition depuis ton site. Enfin ouais. Et en plus c'est un peu comme si t'avais besoin d'un bouquin et que tu chargeais la BNF. Oui, c'est un peu ça aussi des fois, oui. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que les mecs, pour appeler une fonction qui est disponible sur un site distant, sur un CDN, bah ils vont charger tout le CDN pour avoir la totalité. Mais on s'en fout. Pourquoi vous récupérez pas le petit script qui vous intéresse, vous le posez sur votre site à vous, sur vos serveurs à vous, comme ça derrière vous avez une maîtrise complète du truc et si le lien il est coupé ça peut encore marcher et en plus de ça vous le prenez que la partie utile, vous ne prenez pas tout ce qui n'est pas utile. Tous les sites qui sont dynamiques, alors c'est vrai que c'est sympa, hein, les sites dynamiques, on a l'impression que c'est fluide, machin, que c'est plus une notion de page, tout compte fait, c'est des objets qui s'affichent, qui s'éteignent, etc. Donc c'est ça un peu le chargement dynamique des pages. En fait, avant, on avait des forums, on naviguait par page, etc. Maintenant, ça a été remplacé par discours. Alors j'ai vu ça. Alors en effet, c'est un peu plus joli, tout ça, mais ça reste un forum. J'en veux dire, il y a un moment, il faut peut-être ronger son frein en disant bon je ferai peut-être pas un truc plus joli mais au moins il sera rapide. Mais c'est vrai qu'on retrouve Reddit, Substack, Discourse qui sont aussi dans cette même veine où t'as plein de scripts qui se chargent. Ben oui, parce que pour rendre dynamique un site, ben il y a besoin de beaucoup de programmation, mais c'est pas le texte que vous voyez, c'est pour afficher du texte, quand vous passez la souris sur un élément que ça clignote, que ça fasse tut machin. Bon. Ouais, il y a un moment, il faut revenir aux fondamentaux, je pense. Et ça pose un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, les téléphones d'entrée de gamme, ils ne peuvent plus fonctionner avec certains sites. Ah oui, ils n'arrivent plus à suivre la cadence, c'est vrai. C'est-à-dire que derrière, ton téléphone d'entrée de gamme, il n'est pas assez puissant pour charger tout ce que alors demande que ce même téléphone, tu peux jouer à PUBG en 40 images par seconde. C'est ça. Parce que t'as une puce dédiée vidéo qui fonctionnera, mais t'as eu aucune amélioration dans le traitement des pages web en fait. Non, c'est dramatique. Quoi. Grosso modo, ça veut dire quoi? Faut acheter des iPhone et des Samsung S non, tu te les fais offrir, tout va pas très haut. Que tu mettras une tonne de temps à charger sur ton pauvre smartphone de bas de gamme. Ou après tu fais influenceur et je sais pas, non. Ouais, il paraît que ça marche. Ouais. Mais oui, j'en reviens moi à l'idée initiale où le métier de développeur s'est perdu, tout compte fait. Alors il y en a aussi qui se disent développeurs parce que ils ont réussi à installer un WordPress et à faire des pages web. Et quand tu vois une image s'afficher, tu fais mais elle met bien du temps à s'afficher l'image. Et quand tu regardes, en fait, il t'a foutu une résolution de dingue. Hein, tu pourrais l'afficher sur ton écran 4K sans upscaler l'image. Mais en fait,
il l'a affiché en tant que miniature, mais en fait la résolution est telle que tu pourrais l'afficher sur un écran 4K. Ben ça, j'appelle pas ça un développeur. En tout cas, il est passé à côté d'un truc. Il faut peut-être qu'il refasse une ou deux formations pour apprendre deux, trois trucs. C'est la gestion des images et les trucs qui sont pourtant des technologies qui sont arrivées qui permettent d'optimiser l'image en fonction de la taille d'affichage. Donc derrière ton image, elle a plusieurs résolutions sur le serveur distant, et toi tu vas charger la résolution qui correspond à ton affichage. C'est un truc qui a été mis en place, mais que peu de gens, malheureusement, ont l'air de connaître. Et c'est vrai qu'on le retrouve, ce truc de développement, enfin qui fait ramer, etc. On le retrouve dans d'autres, comme le disait Steve, on le retrouve ailleurs. Alors moi, ça reste, j'ai des références au niveau informatique, mais c'est vrai, en tant que développeur, des fois, on me propose des solutions qui demandent beaucoup plus d'espace disque, qui demandent des par exemple, le Flatpak. Ouais, moi je pensais à un autre domaine que l'informatique. Oui. L'automobile. Oui. On fait des voitures qui roulent à 250 km/h alors qu'on est limité à 130 ou à 80 sur les routes. Splendide. C'est bien, ça. Non, alors normalement, quand tu dépasses le 130, normalement, tu as une icône qui s'allume sur le tableau de bord. Et là, c'est un petit sac avec plein de jetons en or à l'intérieur. C'est pour dire que tu vas remplir les caisses de l'État. Parce que tout sera automatisé, donc en fait, il n'y aura même plus de radar. Hein, c'est la voiture qui vous dénoncera de manière automatique. Ça aussi, ça sera génial. Bon, par contre, la voiture, elle roule peut-être à 250 km/h, mais elle a que 50 km/h d'autonomie. Ah oui, bah tu peux pas tout avoir, mon pauvre monsieur. Mais vu que tout va bien, que l'air s'assainit, tout ça, on va pouvoir revenir au pétrole, c'est magnifique. Ouais, c'est formidable. C'est formidable. T'as des références, toi, Steve, où justement ça se dégrade, l'appauvrissement, tout compte fait, j'ai envie de dire je suis un peu méchant, mais l'appauvrissement intellectuel comme ça, qui nous fait faire des conneries derrière, hein, qui nous fait demander de plus en plus de ressources. Ouais, c'est n'importe quoi. T'as des références, toi, sur d'autres domaines ? Je vais faire une dénonciation de la connerie belge, tiens, justement. Bon, moi, vous le savez, j'ai été prof, et donc en fait, il se trouve que dans les années 90, on a fait une toute première réforme. Dans les années 90, on avait reçu en fait une espèce d'étude qui disait que le taux de réussite scolaire était quand même assez bas. Et donc, Réseau des courses pour un tout petit peu casser un peu cette espèce par fierté. On voulait pas non plus être justement en bas de l'échelle au niveau des taux de réussite scolaire. On a fait en fait ce qu'on appelle une réforme, et cette première réforme, elle te permettait finalement non, c'était pas dans les années 90, pardon, c'est beaucoup plus tard. En fait, eh bien, ça te permettait par exemple de passer par défaut. Donc imagine, bon, je vais pas vous donner l'équivalent en France parce que je ne le connais pas vraiment, mais première rénovée, donc c'est-à-dire les adolescents qui sont 12-13 ans, tu vois, ils font leur première année de secondaire, chez nous, comme on appelle ça, ils ratent. Eh bien, il se trouve que par défaut, ils ne rateront pas. Ils passeront directement à l'année suivante, c'est-à-dire en deuxième secondaire, et ça veut dire que ce tronc-là en question, eh bien ils iront jusqu'à la troisième secondaire, et ça veut dire que même s'ils sont en situation d'échec, par défaut, ils iront quand même en troisième, et on délibérera, s'il le faut, en disant, écoute, son niveau intellectuel, ou en tout cas son niveau de réussite, c'est pas top, on va pas le laisser en général, on va le mettre au niveau professionnel, ouais, c'est ça, donc maçon, mécanicien, tu vois, horticulture, etc. Et résultat des courses, en fin de compte, ça voulait dire que finalement, on permettait à ces enfants et on permettait à l'État de pouvoir justement dire, on a un taux de réussite, hein, les gars. Vous avez vu ça, les gars? Comment est-ce qu'on est balèze? Alors qu'en réalité, finalement, ces gamins, quand ils avaient tout à fait compris le fonctionnement de ce genre de choses, ils s'en battaient les reins complètement. Première, deuxième, ils foutaient rien, ils en touchaient pas une. Limite, ils regardaient effectivement Hélène et les garçons, façon de parler, bien sûr. Plutôt que de travailler correctement et intelligemment pour avoir des points. Et puis voilà, quoi. Rien à foutre. De toute façon, par défaut, je réussis, même si je rate. Donc, voilà. Et c'est pas dans les années 90, autant pour moi, ça s'est passé ici il y a quelques années. Autant pour moi, c'est vrai qu'il y a une autre réforme qui a passé par au-dessus de tout ça, quoi. Enfin, voilà, quoi. Donc voilà, ça c'est la régression intellectuelle à proprement parler, qui donne des résultats aujourd'hui de merde, quoi. Voilà, quoi. Pour te rassurer, on a fait la même en France. Hein. Oui, on pourra en parler longtemps, mais justement, c'est pas le podcast Éducation & Co. Bon, allez. Ouais, allez. Sur ces bonnes paroles, on va passer à la suite. On va passer aux sorties de... Oui, c'est ça, aux sorties de la semaine. Librement Linux, les sorties de la semaine.
Le Tux, tu nous sors de 4, 6, 8... Non, tu nous sors pas 8 programmes, tu vas nous annoncer la sortie de 8 nouveautés. De 8 nouveautés, oui. Il y en a beaucoup cette semaine, mais rassurez-vous, on va pas être très long. La première sortie que nous avons notée, c'est KeePass XC qui sort en version 2.7.7. KeePass XC, excellent gestionnaire de mots de passe basé sur KeePass, qui fonctionne particulièrement bien sous Linux. En termes de nouveautés, bon, il n'y a pas de grande révolution. Il y a la prise en charge des pasquets avec un gestionnaire des pasquets intégré, une nouvelle interface de connexion et l'assistant d'importation depuis d'autres logiciels, un password et Bitwarden qui a été intégré à l'assistant. Autre sortie de la semaine. Un nouveau... sortie de la semaine, en fait, ça fait 15 jours, mais c'est pas très grave. Un nouveau noyau Linux qui est sorti en version 6.8. On a une nouveauté, un nouveau matériel pris en charge d'amélioration sur les supports de système de fichiers, etc., etc. Ceux qui sont intéressés pourront regarder les release notes. Je vais pas m'étendre sur le sujet. Ok. Troisième sortie de la semaine. OBS Studio qui sort en version 30.1 avec... on se disant entre nous, ça fait longtemps qu'il l'annonce, donc peut-être qu'à un moment donné, ça va être vraiment là, mais le support de l'AV1 et la gestion des caméras, des caméras par Pathwire. Je n'ajouterai rien de plus sur les autres nouveautés. Vous lirez les release notes. On reste dans le domaine de la vidéo. Oui. Cette fois, c'est KDE qui sort une nouvelle version de son logiciel de montage vidéo qui s'appelle KDE Unlive. Qui sort excellent éditeur vidéo. 24.02 qui est digne des outils professionnels propriétaires. En termes de nouveautés, c'est principalement des changements sous le capot, c'est-à-dire ils adoptent Qt6 et le KDE Framework 6 qui vient de sortir avec KDE Plasma. Reportez-vous au précédent épisode du podcast. Par contre, petit avertissement des développeurs, cette nouvelle version, quand il y a eu beaucoup de changements sous le capot, etc., il y a encore quelques petits bugs et ils annoncent qu'ils vont corriger tous ces bugs dans les versions qui vont suivre, donc la 24.05 et la 24.08. Allez, on va parler d'intelligence artificielle. Oui, pardon. Attendons avant de passer à cette version-là. Oh, il faut jamais attendre, il faut y aller. De bon cœur. On va parler d'intelligence artificielle. Et oui, de toujours, c'est KDE qui fournit cette intelligence artificielle dans son programme de gestionnaire de photos qui s'appelle Digicam, que vous utilisez certainement tous parce qu'il est assez formidable. Et dedans, il utilise l'intelligence artificielle pour taguer automatiquement les photos. Oh, magnifique. J'adore. T'as plus d'infos, tu sais sur quoi, sur quelle intelligence ça s'appuie, non, t'as pas plus d'infos que ça? J'avoue que j'ai pas trop gratté, puisque en fait j'étais surtout étonné que cette nouvelle version qui est donc fournie par KDE, une partie des packages qu'ils fournissent, dont l'AppImage, n'utilise toujours pas le framework Qt6 et le framework KDE 6. Ils sont restés donc en version 5. Par contre, si vous êtes sous Windows, ce que, cher auditeur, j'espère que vous n'êtes pas, vous aurez le droit au Qt6 et au KDE Framework 6. Sinon, au niveau de l'IA, non, je n'ai pas plus d'informations que ça. D'accord, ok. Bon, ça utilise le deep learning, mais j'ai pas plus d'infos non plus. Ok, très bien. On va enchaîner sur notre navigateur préféré. Ouais, navigateur préféré qui a sorti une nouvelle version majeure, mais qu'avec des modifs mineurs. Donc nous parlons, vous l'avez bien compris, de Firefox qui est sorti en version 124 cette semaine. Vous savez, il y a un truc qui s'appelle Firefox View, un petit onglet en haut à gauche de votre écran. Et c'est lui qui concentre la majorité des nouveautés avec des barres de recherche, des classements par date, par nom, etc. Et
la généralisation du moteur Pente dans les moteurs de recherche disponibles à toute l'Europe quasiment. D'accord. Voilà pour les principales nouveautés de cette version. Très bien. Je vais reparler de Digicam si j'ai le moteur et ça me fait un peu peur. Ils appellent ça l'auto-tagging. Ça utilise Google Cloud Vision API. Voilà. Ah, bravo. Ouais, félicitations. Allez, on va enchaîner sur GNOME. Ouais, nouvelle version de l'environnement de bureau GNOME 46 qui passe en version 46 et qui a pour petit nom Katmandou. Je trouve ça pas mal comme nom. Oui, Voilà. c'est un garçon ou c'est une fille? Non, c'est quoi les nouveautés? Dis-nous tout. Parmi les nouveautés, principalement une recherche globale qui permet de rechercher très rapidement et même quasiment instantanément partout dans les emplacements indexés. Donc emplacements indexés par défaut, on a le dossier personnel, les documents, les images, la musique, les hébergements, les vidéos, mais vous pouvez aussi ajouter vos propres emplacements personnalisés, vos disques externes, vos disques sur le réseau et tout ça. Donc lui, il va les indexer, et ce qui fait que quand vous allez lancer une recherche maintenant depuis le gestionnaire de fichiers, anciennement appelé Nautilus, qui s'appelle maintenant Fichier, vous allez avoir des résultats qui vont être proposés parmi tous ces espaces de stockage. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est assez bluffant le résultat. Voilà. Bon, après, le gestionnaire de fichiers, il ajoute une sorte de gestionnaire des tâches où on peut savoir quand vous faites des copies de fichiers où est-ce qu'il en est, à quelle vitesse et tout ça, sans que ça fasse une pop-up par-dessus le reste de l'écran et voir les différentes tâches en parallèle. Ouais. Les comptes en ligne s'enrichissent. Et voilà, je terminais sur le gestionnaire de fichiers. Il y a eu pas mal d'autres améliorations en termes de fluidité, la possibilité de taguer en mode gris les fichiers favoris ou dossiers favoris, et d'autres choses que vous pourrez découvrir, et surtout aussi une découverte réseau qui devient plus performante. D'accord. Sinon, les comptes en ligne qui est une fonctionnalité GNOME qui existe depuis pas mal de temps, ils s'enrichissent et ils proposent une chose qui va pas forcément vous intéresser puisque bien entendu vous n'allez pas l'utiliser, qui est la connexion à Microsoft 365. Et Enfin, vous voulez du mal ce soir entre toi et Steve. Hein. et donc pouvoir connecter un volume OneDrive comme si c'était un disque local. Ça le faisait déjà avec les Google Drive. Oui, déjà c'était pas bien. Surtout, la fonctionnalité que je trouve moi intéressante, c'est la prise en charge du WebDAV. Donc le WebDAV, ça permet de revoir et de connecter donc des calendriers, des contacts et même des fichiers qui sont en WebDAV dans votre gestionnaire de fichiers, dans votre gestionnaire de calendrier, dans votre gestionnaire de contacts et les synchroniser. Et voilà, donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. Sinon, dernière nouveauté dans GNOME, un gros réaménagement des paramètres avec des regroupements qui sont un peu plus cohérents et on trouve les choses un peu plus facilement à mon goût. Par exemple, dans le système, on va retrouver tout ce qui est changement de langue du système d'exploitation, le paramétrage de la date et l'heure, la gestion des utilisateurs, la gestion du shell, etc., etc. Les applications, elles sont pas en reste, elles ont toutes eu aussi des améliorations. Et surtout, l'une qui a été complètement changée, c'est la fameuse application qui s'appelle Extension, qui permet de gérer les extensions GNOME qui a subi une grosse rénovation de son interface et que je vous invite donc à découvrir si vous utilisez des extensions GNOME. Merci. Voilà, donc vous pouvez retrouver ces détails sur numetopia.fr, un article bien détaillé comme tu viens de nous le faire. Et en effet, si vous êtes sous Fedora 40 ou Ubuntu, vous aurez la preview au mois d'avril. Voilà. Et si vous êtes sur des distributions comme Arch ou Manjaro, ça sera un peu plus tôt. Ah bon, non, je fais pas la transition, non. Et enfin, un jeu. Un jeu, voilà. Mais c'est un jeu un peu particulier parce que c'est un jeu open source qui est assez ancien, qui est The Battle of Westeros, qui sort en version 1.18. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas The Battle of Westeros, c'est un jeu de stratégie en tour par tour qui
dont le début du projet a été initié en 2003, un des plus, pas un des plus vieux, mais un ancien jeu sous Linux que j'avais découvert il y a quelques temps. Bon, je l'avais un peu abandonné, et là j'ai eu plaisir à jouer avec des nouvelles missions, une interface un peu plus moderne, mais en fait non, parce que ça reste toujours l'équivalent de ce qu'on avait sur les consoles dans les années 80. Mais en tout cas, c'est un jeu assez intéressant à jouer, puisque les scénarios, les missions et les choses comme ça, ils sont dignes de jeux commerciaux plus connus. Bah, Minecraft, hein, c'est dégueulasse, et pourtant il y a des milliers de joueurs. Il paraît qu'il y a même des chaînes YouTube qui font la promotion de... Bon, bref. Allez. On va partir sur le bulletin de sécurité. Librement Linux. Votre Logitech a été mise à jour avec succès. La météo sécurité. Et le premier, il s'agit d'un navigateur bien connu de tous, malheureusement, j'ai envie de dire, il s'agit de Google Chrome. Alors non, pas parce que c'est Chrome, mais parce que c'est Chrome, j'en parle. Vous allez voir, il y a une petite nuance. Oui, ce serait marrant de taper sur Chrome, mais en fait, c'est pas si marrant que ça. Parce que vous avez pas mal, et quand je dis pas mal, je mesure mes mots, vous avez beaucoup d'applications qui s'appuient sur Google Chrome. En fait, il y a certains développeurs qui ont un petit peu un poil dans la main, ou parce qu'ils n'ont pas trop d'argent pour faire des applications spécifiques pour Android, et puis pour le bureau Linux, et puis pour Windows. Donc ce qu'ils font, ils développent un site, et ce site, normalement, vous pourriez accéder via un navigateur. Et vous, en tant que consommateur, généralement, vous dites, et vous n'avez pas une application. Donc ce que font les éditeurs ou les développeurs, ils encapsulent Google Chrome, et ils font pointer directement sur le site, et vous y voyez que du feu, tout va bien. Donc ce qui veut dire que si Google Chrome a une vulnérabilité, il va y avoir un patch. Le patch est en cours de déploiement, c'est la version 123, et donc plein d'applications vont se mettre à jour, n'est-ce pas, Steve? Ouais, je crains le pire, Ouais, tu fais allusion aux essais que j'ai fait avec Google Chrome OS, c'est ça, hein? Par exemple, entre autres, voilà. Ouais. Il y a une casquette de mise à jour, donc ne vous étonnez pas que vous ayez plein de mises à jour actuellement d'applications, c'est suite à ça. Voilà. Donc cherchez pas de nouveautés, il y en a pas. Une cyberattaque. Alors elle est pas nouvelle, tout le monde en a parlé, je sais, elle est pas fraîche. Mais c'est quand même important d'y revenir, parce que dans tout ce que j'ai pu entendre, il y a personne qui a surréagi. Et bref, ça va parler de France Travail, anciennement Pôle Emploi, ou la NPE encore pour les plus anciens. France Travail, a priori, il y a 43 millions de comptes qui ont été compromis. D'après ce que j'ai compris, c'est des Français, hein, ils ont été interpellés là cette semaine de mémoire. Il y en a un qui habite l'Ardèche et l'autre je sais plus où. Comment ? Il y en a 3. Ah, il y en a 3, tout augmente. Par contre, il y a bien 43 millions de comptes qui sont partis dans la nature. Et en fait, moi, ce qui m'a fait bondir, 43 millions, j'ai envie de dire, quand Steve nous a demandé, et le prochain, ce sera qui, et lequel serait magnifique. Moi, j'avais dit les impôts, j'étais tombé juste à côté. Bon. Là, ce qui m'a fait bondir, c'est, historiquement, les données de 43 millions de comptes utilisateurs depuis 20 ans. J'ai envie de dire, et le RGPD, on en fait quoi, là? On s'assit dessus, et personne n'a réagi là-dessus. Enfin, je trouve ça lamentable. Je sais pas ce que t'en penses, le Tux, mais moi, ça m'a fait hurler. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne comprends pas que on conserve des données de gens qui, depuis 20 ans, qui sont peut-être même plus au chômage, qui n'ont pas forcément de compte réactualisé pour faire des recherches d'emploi et tout ça. Pourquoi on conserve des données aussi longues? Mais c'est pas les seuls, parce que moi j'ai eu, il n'y a pas très longtemps, affaire à la RATP. La RATP, pour prendre, il y a une dizaine d'années, j'avais pris un pass Navigo annuel. Donc j'avais enregistré mes données dessus. Puis après, je l'avais arrêté. Et 8 ans après, je veux recréer mon compte. Et en fait, j'ai pas besoin de recréer mon compte, parce que mon compte est déjà existant. Mes données bancaires, elles sont encore existantes dans leur base de données. Quid du RGPD ? En principe, tes données, elles ont une durée, ils doivent les conserver suivant une durée limite qui est, je crois, 2 ans. C'est ça. Moi, j'ai été inscrit à la NPE
Et ça fait pas 20 ans que j'utilise mon compte ANPE. Hein. Je travaille depuis depuis ce temps-là. Donc je comprends pas pourquoi mes données sont encore stockées à la NPE, enfin à Pôle Emploi, à France Travail, pardon. On va y arriver. Donc ouais. On l'avait pas mis au programme, mais pareil, là, je reçois de plus en plus de mails. Donc moi, je réserve une adresse mail par site internet. Et là, en ce moment, alors ça, c'était de notoriété. Ça faisait longtemps sur Watt, c'est reparti. Il y avait une plateforme qui s'appelait Watt, vidéo à la demande. TF1 l'avait racheté, etc. avant de le fermer. Et donc l'adresse mail qui était réservée pour ce site, là, en ce moment, il s'en reçoit plein la gueule, voilà. Donc là, c'est en activité. Et là, un petit nouveau qui apparaît, où je reçois à peu près 1 à 2 mails par semaine. C'est One and One qui est devenu Yonos, hein, vous savez la pub où il y a un métalleux qui veut faire un site internet et tout ça. Et ben voilà, je reçois des publicités pour Lidl, pour qu'est-ce que j'ai vu récemment, j'ai oublié. Bon bref, donc voilà l'adresse One and One. Et là bizarrement j'ai vu aucune annonce. Alors est-ce que One and One n'est pas au courant qu'ils se sont fait siphonner des données? Est-ce qu'ils le savent et ils veulent pas communiquer? Enfin, je sais pas trop, voilà. Mais bon, One and One, voilà. Enfin, Yonos, maintenant, s'est fait également plomber. Vous avez été inscrit sur Yonos? Enfin, One and One, Jérémy, le Tux ou Steve, non? Non, aucun de ces deux-là. Je ne suis jamais tenté à ça. Par contre, moi, ça me fait réellement flipper hein, quand finalement j'entends que chaque semaine on est en train de parler de telle ou telle institution, surtout sur l'État français, qui se fait siphonner les données. Moi, ça fait un peu flipper parce que, enfin, j'essaie de mettre ça un petit peu aussi à l'échelle de l'État belge, qui n'est pas nécessairement beaucoup plus sécurisant d'ailleurs. Imagine que finalement en fait, je sais pas si vous avez ça aussi, mais chez nous, par exemple, en Belgique, on a la possibilité effectivement de consulter son dossier médical complet. Donc, c'est-à-dire que la moindre petite visite, la radiographie, les conclusions d'un diagnostic qu'on a établi sur telle ou telle personne. Imagine qu'en fin de compte, bim, je veux dire, on sait consulter ma médecine, machin. Mais imagine, tu te fais siphonner ça, ça veut dire que quoi, la semaine prochaine, en fin de compte, on a trouvé en fait un traitement miracle contre votre cancer de la prostate. Waouh, génial. Tu vois ce que je veux dire, ou alors à l'inverse, imagine, je sais pas, ben non, désolé, on en avait parlé il y a quelques semaines déjà de ça, ben non, désolé, je peux pas vous proposer de faire un prêt à tempérament, vous avez le cancer, donc résultat des courses, je vais pas prendre de risque de vous refiler en fait un prêt, tu vois ce que je veux dire, jusqu'où ça peut aller ce genre de conneries. Ouais. Ça fait réellement flipper, hein, vraiment. Ouais. Par contre, Steve, je note que t'as 2 mois de retard alors, sur ton petit toucher colorectal là, que tu fais. Oui, effectivement, c'est vrai, effectivement, je confirme. J'ai choisi l'autre option, c'est-à-dire qu'il paraît que maintenant on peut faire une prise de sang. Par la bouche. Et on peut faire une prise de sang et à partir de la prise de sang, si finalement il n'y a pas de suspicion, on peut éviter le toucher rectal. Donc finalement, sur le coup, je préfère me mettre une aiguille dans le bras plutôt qu'un doigt dans le cul. Ah, et si ça marche pas, t'essayes avec le doigt. Ok, très bien. mais moi j'ai une question, Steve. Est-ce que c'est par manque de communication que vous êtes sur les attaques que vous suivez ou les fuites d'informations, ou est-ce qu'il n'y en a vraiment pas? Non, je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y a un gros manque de communication, vraiment. Et ouais, mais en fait, je crois que c'est surtout parce qu'en fin de compte, on n'a pas des institutions aussi élaborées, médiatisées comme vous sur les territoires français, qui effectivement ciblent les attaques, ceci, cela. Nous, en fait, à part 2-3 chaînes nationales qui finalement vous parlent de la disparition de tel ou tel parce qu'il y a un pédophile par là, ou peut-être éventuellement appuyer sur le bouton orange pour alerter qu'en fin de compte, il y a un trou du cul qui a fait un excès de vitesse sur la chaussée de Bruxelles. Il n'y a rien d'autre. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas aussi, à proprement parler, aussi élaboré au niveau de justement les infos, voilà. Disons que nous, le RGPD impose aux différents organismes d'annoncer quand il y a eu un leak et de prévenir les utilisateurs. Eh bien, nous, en fait, on a l'équivalent. Nous, on a effectivement l'équivalent d'un RGPD comme chez vous, mais malheureusement, je crois qu'en réalité, c'est juste là pour faire joli. Tu vois, c'est juste là pour dire, ouais, voilà, n'oubliez pas de couper votre PC pour ne pas non plus qu'il y ait Madame Jacqueline qui puisse regarder effectivement que vous êtes en train de consulter le dossier de Laurent, quoi. Tu vois. Mais en réalité, tout le monde s'en bat les reins. On te l'impose, mais il n'y a personne qui l'applique, quoi, tu vois, ou en tout cas, personne ne va signaler que, voilà, quoi. Voilà. Alors, après, je vous rassure.
Ouais, alors là je vous rassure parce que je vous ai parlé de Yonos, mais Yonos n'est pas franco-français, hein. Donc il y a pas de souci, là ça concerne tout le monde, enfin le monde entier. Donc je pense que je suis pas le seul concerné. Je dois pas être le seul à recevoir des mails qui étaient à l'époque réservés à One and One. Alors c'est vrai qu'après on a beaucoup plus de blogueurs, ou de. Je pense aussi. Tu vas pas le voir aussi dans le journal de 20h de France 2. Bien sûr. Alors France Travail, oui, ça fait la une parce que voilà, c'est cocasse, hein, pour pas dire autre chose. Mais voilà, ça s'est arrêté là. D'ailleurs, il y a personne qui a réagi. Donc en fait, les journalistes, ils ont pris l'info, ils l'ont diffusée et puis ils sont partis à autre chose. Ils ont pas eu non plus un esprit hyper critique là-dessus. Par contre, il n'y a pas eu d'analyse, en effet. C'est ça. Juste, on a balancé 46, donc voilà. Mais après, il n'y a pas eu d'analyse. C'est ça. C'est ça. Il y a personne. Alors que le RGPD, on en a parlé pendant des semaines et des semaines, et il y a pas un trou du cul qui en a parlé, quoi. Enfin, c'est voilà. Donc après, en effet, il faut s'intéresser, il faut creuser un peu plus loin si tu veux connaître tous les sites. Alors là, après, c'est l'overdose. Hein. Moi, de temps en temps, il y a le flux des alertes. Je le mets de côté parce que je n'en peux plus, quoi. Non, et puis surtout que là, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais le nombre d'attaques que subit la France et beaucoup de pays européens venant en prévision des Jeux Olympiques, considérablement augmenté. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai aussi. Donc on risque d'avoir encore plein de leaks dans les semaines, les mois à venir et les années à venir. Ouais. C'est ce qu'on appelle la cyberwar. Ouais, c'est bien, c'est beau la cyberwar. Ça fait pas de mort. J'arrête là parce qu'on va déraper. Allez, on va passer au dossier de la semaine. Librement Linux. Le dossier. Ouais, le dossier. Et on va parler de bloqueurs de pub et spécialement, on va. En fait, généralement, quand on demande aux gens, tu utilises quoi? Et là, on voit qu'il y a un petit doute. Je sais plus si j'utilise AdBlock Plus ou uBlock Origin ou uBlock pour les intimes. Et il y a toujours un petit doute. Et ben justement, le dossier, c'est AdBlock Plus ou uBlock Origin. Alors, comment déjà avoir AdBlock Plus ou uBlock Origin? Il suffit d'avoir un navigateur, Firefox de préférence, mais Chrome ça marche, Edge également, et vous avez dans le menu un endroit où vous avez géré vos extensions. Et dans les extensions, normalement si c'est bien fait, on peut vous proposer un bloqueur de pub. Et généralement, celui qui ressort le plus, c'est AdBlock Plus ou uBlock Origin, et on ne sait jamais sur lequel on doit activer. Il y en a qui vont activer les deux. Bon, comment dire? Une capote sur une capote, il y a un moment ça marche plus, voilà. Et ben pour les anti-pubs aussi. Voilà. Putain, j'ai viens d'avoir l'image, non quoi. Voilà. Et donc, lequel choisir? Toi, t'as choisi lequel, Steve? Aucun des deux. Super, magnifique. Je suis désolé. Non, je suis désolé. En fait, j'avais commencé. Si, je vais être sérieux. J'ai commencé avec AdBlock Plus, parce que c'était certainement peut-être le plus répandu, en tout cas le premier qui m'était arrivé directement dans la recherche pour trouver un bloqueur de publicité efficace. Donc en fait, j'ai fait mes premières armes là-dessus, mais je vous parle de ça il y a quand même quelques années. Et maintenant, c'est aucun des deux. Donc malheureusement, j'utilise une méthode alternative qui malheureusement n'entre pas justement dans le sujet du dossier. Mais par contre, je connais un tout petit peu AdBlock quand même. Voilà. Donc. D'accord, super. Alors simplement pour faire la parenthèse, Steve utilise quand même un bloqueur de pub, mais en effet, il s'appuie sur Piol. Mais en effet, ça n'a rien à voir avec le dossier. Exactement. Le Tux. Oh, moi, je suis uBlock. Donc on voit que il y a toujours le choix. Mais par contre, lequel est plus efficace? Oui. Je voulais préciser un truc. Il y a quelque chose dans AdBlock Plus qui fait que il ressort généralement en premier, mais parce que AdBlock, si on traduit, c'est de l'anglais. Si on add en anglais, c'est publicité, blocage. Donc traduction en anglais, en français, ça fait bloqueur de publicité. Bon, avec le petit plus derrière. Voilà. Donc c'est pour ça que les gens, historiquement parlant, se sont d'abord tournés vers lui. Mais après, je te laisse la parole puisque tu vas nous expliquer la différence entre les deux, je suppose, Cédric. Oui, mais alors il y a des choses qui vont vous surprendre. Il y a des choses qui vont vous surprendre. Bon, en tout cas, AdBlock Plus, en effet, c'est une solution qui a été développée en 2006. Donc, sortez-moi pas 2003 ou 98, ça n'existait pas. C'est sorti en 2006, c'est sorti sur les navigateurs de l'époque. C'est une extension, à la base, qui avait été développée pour Mozilla, donc pour les navigateurs Firefox. Et qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, AdBlock Plus est un fork d'un autre logiciel qui s'appelait AdBlock. Donc en effet, il y avait un truc qui s'appelait AdBlock avant, mais il a été arrêté en 2005. Donc voilà, AdBlock Plus a repris le flambeau. Mais sous Chrome alors, quand Chrome a pris de la superbe, AdBlock Plus a été développé en 2010 pour Google Chrome exactement. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? En juillet 2014, plusieurs groupes de médias allemands ont porté plainte contre AdBlock Plus. Pourquoi ? Parce que il y a un système de péage. Mais Jérémy, le truc, c'est quoi ce problème de péage ? Disons que les annonceurs, ils payent, ils ont le droit d'afficher leur publicité malgré AdBlock Plus. Attends, j'ai un bloqueur de pub et j'ai la pub qui s'affiche en fait, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Mais en gros, c'est si tu es annonceur, tu as envie que ta publicité s'affiche malgré l'utilisation d'un bloqueur de publicité, il y avait qu'à payer pour que la publicité, quand même, passe. Donc c'est la fameuse liste blanche. C'est ça, la liste blanche. Ça pose un problème quand même d'éthique. On utilise un bloqueur de publicité qui ne bloque pas toutes les publicités. Il y a les bonnes publicités, il y a les mauvaises publicités, quoi. Il y a les bons payeurs et il y a ceux qui payent pas. C'est magnifique. C'est magnifique. Il fallait quand même bien qu'ils trouvent le moyen d'être financés, quand même. Hein. Je veux dire. Oui, tu as le droit d'être financé, mais je sais pas. Je suis un vaccin, donc tu me payes pour avoir le vaccin. Ouais, mais alors par contre, il y a certaines maladies que je vais quand même laisser passer. Parce que, entièrement d'accord. on m'a payé. Il y a certains films de science-fiction qui ont fait ça. Il y a des laboratoires qui ont développé des virus et qui ont développé les vaccins en même temps. Et puis, ceux qui payaient, ils avaient le droit au vaccin, et puis ceux qui payaient pas, ils se faisaient contaminer par le virus. Ouais. Contagion. C'est ça. Oui, tout à fait. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que depuis 2013, Google a également payé. Ah ouais. Et donc la régie publicitaire de Google passe au travers d'AdBlock Plus. Et quand on sait qu'aujourd'hui les publicités sont majoritairement fournies par le système de publicité de Google, ça fait peur. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'ils existent encore ? Pourquoi est-ce que AdBlock Plus, par exemple, existe encore aujourd'hui, sachant que finalement, il a quand même été traîné devant les tribunaux, certainement pour le non-respect, et en tout cas un problème d'éthique. Parce que ils ont une sacrée communication et que dans la tête des gens, un bloqueur de publicité, c'est un adblock et que tu cherches adblock et que tu vas pas chercher plus loin à savoir si ça bloque ou pas. Ouais. C'est ça. Et que tu crois que tu filtres tes publicités, non. Et il y a une alternative quand même à AdBlock Plus, c'est uBlock Origin. Oui. Ouais. Et justement. Qui a plein d'avantages. Oui, déjà, alors tout le monde croit qu'il s'appelle uBlock Origin ou uBlock en anglais. Non, mais en fait, c'est la lettre mu. Vous savez, comme micro, le symbole scientifique micro, mu, voilà. Donc en fait, c'est uBlock. En fait, ici, ce logiciel, le développeur s'est mis des bâtons dans les roues jusqu'au bout, en fait. Pourtant, il vaut le coup, ce truc, il vaut le coup. Oui. Le pauvre. Donc lui, il a été développé. Alors au début, il s'appelait uBlock et il a été développé la première version. Alors, avant, il s'appelait uBlock justement. Mais il a eu quelques difficultés. Il a fait un fork et c'est en 2014 où il l'a renommé en tant que uBlock Origin. C'est Raymond Hill. C'est lui le mainteneur depuis le début. Et lui, par contre, il se fait pas payer et il est tout seul. Voilà. Tu voulais rajouter des choses, peut-être le Tux là-dessus. Alors oui, je voulais rajouter, c'est qu'en fait, uBlock a aussi l'avantage d'être ultra léger, contrairement à AdBlock qui est beaucoup plus lourd. Donc en termes d'occupation RAM, c'est peanuts. Et puis lui, il n'y a pas de liste blanche. Après, il y a les listes blanches que vous créez, mais lui, il n'en charge pas une par défaut. Et voilà. Par contre, attention, quand vous cherchez uBlock, on précise bien uBlock Origin, parce qu'il y a des pseudo-uBlock qui reprennent un peu son icône et tout ça, mais qui, eux, sont un peu comme AdBlock, ils laissent passer les pubs, et puis même ils mettent des mouchards. Ouais. Et il a aussi un autre avantage que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'en plus d'être anti-pub, il est également anti-collecte de données personnelles. Tout à fait. Dans la navigation.
Donc, Ils raison bloquent les plus trackers. de l'adopter, et notamment tous les services de l'État français l'adoptent par défaut, car il fait partie de la liste des logiciels préconisés par le système d'information de l'État français. Voilà, voilà. Vous vouliez rajouter quelque chose sur les bloqueurs? Tu vas t'y mettre, Steve, tout compte fait, ou Bah, ton écoute, Pi-hole te suffit amplement? Non, mais c'est vrai que je ne sais pas si mon Pi-hole me permet effectivement de bloquer et de récolter les données comme comme le uBlock Origin le fait. Donc c'est vrai que c'est intéressant de justement peut-être, à défaut d'avoir effectivement, en plus ça, vu qu'il ne prend quasiment pas de ressources, c'est vrai que c'est toujours intéressant de ne pas non plus nourrir, voilà. Tout simplement. Donc oui, ça peut m'intéresser. Donc je vais certainement peut-être l'essayer juste pour voir, mais pas pour sa fonction de bloqueur de publicité, mais pour sa fonction d'éviter de récolter des données concernant les utilisateurs. Donc voilà quoi. Bloqueur de tracker. Alors moi j'ai aussi une petite précision. AdBlock a une application qui existe sur les smartphones. Par contre, uBlock Origin, il n'y a pas d'application dédiée pour les smartphones. Mais sur votre smartphone, installez Firefox. Et dans Firefox, vous pouvez ajouter l'extension uBlock Origin. Tu fais bien d'en parler, c'est ce que je voulais dire. C'est parfait. Oui, depuis début de l'année, je crois, Firefox permet d'activer des extensions et uBlock Origin en fait partie. Tout à fait. Donc c'est une bonne raison d'abandonner le Chrome que vous avez sur votre téléphone pour installer Firefox. Vous allez voir la même chose, les mêmes sites, etc. C'est exactement pareil. Mais en plus, vous allez pouvoir bénéficier d'un bloqueur de publicité sans payer une application. Ouais. Magnifique. Ouais. Merci pour ces précisions. Donc voilà, bloqueur de pub, c'est uBlock Origin. Il n'y a pas à se poser la question. Très bien. Magnifique. Merci pour ce moment, les gars. C'était Avec un grand plaisir. Ouais, c'était chouette, vraiment. Ouais. J'ai dépassé mes 3 gigas, mais ça devrait le faire normalement. Et on vient de dépasser l'heure, justement, juste à l'instant. C'est ça, 1 heure, ouais, ça fait 1 heure, c'est parfait, on est dans les temps, c'est magnifique. C'est fini pour ce numéro de Librement Linux, on vous donne rendez-vous au prochain numéro. Normalement c'est dans 1 semaine, si tout se passe bien, si les planètes s'alignent, et je me tairai parce qu'on fait pas de politique ou de géopolitique, mais voilà, suivez ma pensée. Très bien, merci Steve, merci le Tux masqué, merci également à Enrique de Webbeam Music pour la musique, là, celle-ci là. Excellent. Rendez-vous au prochain numéro, c'était Librement Linux. Et puis portez-vous bien. Bye bye. Allez, bye tout le monde. Ah ben là, je me sens vraiment... Il m'a même pas remercié. Mais en même temps, je t'avais dit que tu faisais pas partie de l'équipe intégrante. Ouais, mais j'espérais au moins qu'il soit... Non, désolé, tu n'as toujours pas postulé intelligemment et tu pourras pas participer au... Ah... Merci Maurice. On m'aime finalement, c'est cool. Allez, Non, salut bande de moules. Ce sera coupé au montage.